Bonjour, le webinaire va commencer dans quelques instants. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez nous contacter via le chat. Un technicien Webikeu répondra à vos questions. Donc, bienvenue sur notre webinaire qui porte aujourd'hui sur le comité social économique et plus particulièrement sur son rôle de santé-sécurité au travail en période de crise sanitaire. Donc, je le répète, vous avez un chat sur lequel vous pouvez réagir et poser vos questions. On tentera d'y répondre à la fin de ce webinaire. Je suis accompagnée aujourd'hui de Charline Leplat, de la Directe, PACA, qui est directrice adjointe du travail et chargée de mission régionale dialogue social. Je suis également accompagnée de Sylvie Coquelin d'Arkema, qui est responsable syndicale CFDT au CSE Central et membre de la commission santé-sécurité. Je suis Françoise Nary, chargée de mission à la RAC PACA. Donc aujourd'hui, nous vous proposons d'une part une courte présentation où on va pouvoir poser le contexte du CSE en période de crise sanitaire. Ensuite, Charline Leplat prendra la parole sur le rôle du CSE dans ce contexte de crise et elle parlera notamment des mesures à prendre face à l'urgence sanitaire et abordera également le protocole national de santé-sécurité. Ensuite viendra le témoignage de Sylvie Coquelin qui abordera le dialogue social chez Arkema et plus particulièrement le rôle des instances représentatives du personnel devant la crise, et elle abordera également les enjeux actuels. Donc, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc, nous sommes la RAC PACA, nous sommes membres du réseau ANACT-ARACT. Donc, le réseau ANACT-ARACT, c'est une agence nationale et une association régionale dans chaque région. Notre mission, c'est bien sûr d'améliorer les conditions de travail des salariés, la qualité de vie au travail, et également d'améliorer la performance des entreprises. Un enjeu transversal pour nous, c'est le dialogue social. Dans toutes nos démarches, c'est un sujet que nous abordons et que nous développons. Notre objectif, c'est aussi de transférer au plus grand nombre les diverses expérimentations, les diverses actions, démarches que nous développons. Et donc, au niveau de ce webinaire d'aujourd'hui, en fait, ça fait partie d'un ensemble de documentation qu'on met à votre disposition. Et notamment, on a réalisé 4 motion design sur le CSE. Vous pouvez aussi revoir des webconférences sur la négociation. Et il y a aussi un guide CSE édité par l'ANACT avec des fiches outils. Donc, on vous renverra de toute manière à la fin du diaporama, on vous renverra sur des liens pour pouvoir éventuellement télécharger ces documentations-là. Donc, revenons-en au sujet qui nous intéresse, c'est la crise sanitaire, donc l'épidémie de coronavirus au printemps dernier, une urgence sanitaire avec des CSE qui étaient pour la plupart encore jeunes, je dis bien pour la plupart, puisqu'Arkema, ce ne sera pas l'exemple. Donc, une urgence sanitaire avec des CSE encore jeunes, un dialogue social qui était encore en phase de construction, et l'épidémie de coronavirus est venue percuter de plein fouet cette construction de dialogue social. Pourtant, les enjeux sont forts avec le CSE. De multiples sujets sont à traiter pour réussir la continuité,
ou la reprise d'activité tout en préservant les conditions de travail, la santé, la sécurité. Et notamment, l'enjeu majeur durant cette crise sanitaire, ça a été les questions de santé, la prévention des risques en lien avec le Covid. Ça a été également, et c'est encore, le maintien d'une organisation du travail et des conditions de travail adaptées, à travers, bien sûr, le télétravail, le temps de travail, le port du masque, des gestes barrières adoptés. L'enjeu aussi a été de limiter les impacts sociaux, le maintien d'emploi, le chômage partiel, et de préserver les compétences des salariés. Et notamment, on sait que durant cette phase de crise sanitaire, le recours à la formation a été important. Et bien sûr, l'enjeu important et principal, c'est de limiter les impacts économiques et la pérennité des entreprises. Dans la gestion de la crise, on voit bien que le dialogue social va tenir une place prépondérante. Donc, quelles sont les conditions d'un dialogue social de qualité pour préserver la santé des salariés? D'une part, il s'agit d'articuler les conditions de travail et les conditions de santé aux questions stratégiques de l'entreprise. Autrement dit, décliner à la fois stratégie d'entreprise, organisation du travail et conditions de travail. Par exemple, quel impact de la visio pour maintenir l'activité sur la santé, mais aussi sur la performance? Idem pour le port du masque. Il s'agit de préserver la santé, mais il existe aussi quelques difficultés à la supporter. Ça a des impacts sur la relation avec le client ou avec l'usager. Autre point important, positionner le CSE dans une organisation globale du dialogue. Le CSE est ici dans son rôle d'articulation avec les diverses sphères de dialogue. À la fois le dialogue professionnel, notamment à travers les espaces de discussion qu'on a pu développer à travers les démarches de qualité de vie au travail, mais aussi le dialogue social à travers les instances. Un rôle à la fois d'information, de remontée d'information et de communication. Il s'agit également de traiter des sujets de santé et sécurité au travail au plus près du terrain. Donc, la nécessité d'avoir un ancrage fort dans le travail, car les solutions viennent souvent du terrain. Donc, privilégier le travail réel, c'est-à-dire prendre en compte la réalité du travail au quotidien. Là aussi, les EDD tiennent, les espaces de discussion, tiennent une place prépondérante. Par exemple, les gestes barrières paraissent simples à définir, mais comment les rendre compatibles à une activité au quotidien? Il s'agit aussi de développer les moyens et les ressources des acteurs du CSE. Cela renvoie au temps alloué, et certains CSE ont pu négocier des accords de dialogue social, on le verra tout à l'heure avec Arkema. Ça renvoie aussi aux questions de compétences et de formation des acteurs du CSE, à l'utilisation des outils numériques, les enquêtes, les boîtes mail dédiées, ou encore l'accès à la vision. Et enfin, il s'agit de s'appuyer sur des ressources externes qui sont la Directe, la CARSAT, la RACT, pas CAP bien sûr, la RACT, la NACT, les services de santé au travail, les fédérations professionnelles, les organisations syndicales ou encore les ODDS. On voit le CSE et plus particulièrement sa mission de santé et sécurité au travail est un pilier fort dans la gestion de la crise. Mais sans plus tarder, je vais passer la parole à Charline Leplat qui va aborder les questions plus législatives. Alors, hop. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir rejoint notre webinaire. Alors, dédié donc au CSE et la crise sanitaire. La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien, a bouleversé le quotidien des entreprises et de ses acteurs face à l'émergence d'un risque nouveau en entreprise qu'est le Covid-19. Dès lors, se pose la question comment le CSE, dans ses missions santé-sécurité au travail, peut-il contribuer à prévenir ce risque nouveau et émergent en entreprise? Quel est le cadre légal de son intervention? Quels outils, quels moyens légaux peut-il mobiliser aujourd'hui pour faire face à ce risque nouveau? Telles sont les questions que je vous propose de décliner ensemble aujourd'hui autour de deux axes qui finalement reprennent deux phases chronologiques que nous avons vécues et que nous vivons encore, à savoir, première phase, celle de l'urgence sanitaire,
Et lors de cette urgence sanitaire, des mesures exceptionnelles et dérogatoires ont été promulguées de manière à ajuster le fonctionnement du CSE à cette période d'urgence. Deuxième phase, celle de la crise sanitaire que nous vivons encore actuellement, puisque la Covid-19 continue à circuler, et la mise en œuvre d'un protocole national de santé-sécurité au travail en date du 1er septembre dernier. Alors, premier thème, effectivement, premier axe majeur qui a ponctué le temps depuis le 24 mars dernier, c'est l'urgence sanitaire. Vous savez, cette urgence sanitaire a concerné tout le territoire national et s'est appliquée donc du 24 mars au 10 juillet, date à laquelle nous sommes sortis de cet état d'urgence, sauf donc la Guyane et Mayotte. De nombreux textes ont été promulgués de manière à soutenir l'activité économique des entreprises et de nombreux textes aussi ont concerné notre sujet, à savoir le comité social et économique. Mais première chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est que ces mesures dérogatoires, exceptionnelles et temporaires n'ont absolument pas touché l'existence même du CSE ni ses attributions. Par contre, il y a eu des ajustements sur 2 points principaux que sont les élections au sein du CSE et son fonctionnement. Alors, concernant les élections, pour les entreprises qui, au 3 avril, étaient tenues de par leurs conditions d'assujettissement, puisque je vous le rappelle, toute entreprise qui compte 11 salariés sur 12 mois consécutifs doivent mettre en place un CSE. Les entreprises qui, bien que remplissant ces conditions d'assujettissement, n'avaient pas encore lancé le processus électoral au 3 avril, ont pu bénéficier, compte tenu de l'urgence sanitaire, d'un report des élections sur une période qui s'est allée du 24 mai au 31 août. Bien, ça c'est derrière nous. Concernant le fonctionnement du CSE, alors là-dessus, tout ce qui ressort par contre des consultations du comité social économique sur les licenciements pour motifs économiques collectifs, sur les accords de performance collectifs sont là, le Code du travail n'a absolument pas été touché. Par contre, de manière à faciliter les réunions du CSE et de manière à accélérer les décisions à prendre face à cette pandémie, eh bien, le législateur a permis un recours de manière générale à la visioconférence. Juste en préalable, de rappeler que le Code du travail, hors urgence sanitaire, permet le recours à la visioconférence moyennant un accord entre l'employeur et les membres titulaires du CSE. S'il n'y a pas d'accord, seules 3 réunions par visioconférence sur une année civile peuvent se tenir. Là, vous voyez, en période d'urgence sanitaire, ça a été une généralisation de la visioconférence. Par ailleurs, concernant les modalités de fonctionnement, cette fois-ci, du CSE, la préoccupation aussi d'aller rapidement dans la consultation de cette instance représentative du personnel, avec des délais qui ont été réduits, là encore, pendant cette urgence sanitaire. Délais réduits quant à la communication de l'ordre du jour au CSE. Cette communication est passée de 3 à 2 jours. L'impact a été plus important concernant les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, dès lors que l'employeur envisageait de prendre une décision de nature à faire face aux conséquences financières, économiques ou sociales de la pandémie. Eh bien, ces délais ces délais réduits, vocation à s'appliquer. Pour illustrer mon propos, sachez que pendant cette période d'urgence sanitaire, le comité social et économique avait 8 jours pour rendre un avis, au lieu d'1 mois prévu par le Code du travail droit commun. Le CSE disposait de 12 jours pour rendre son avis en cas d'expertise, au lieu de 2 mois. Donc, vous voyez, une célérité certaine par rapport à la consultation du comité social et économique. Par ailleurs, les modalités aussi de l'émission de l'avis du CSE ont, sur certains cas, été modifiées. Vous le savez, avant toute décision prévue donc par le Code du travail, l'avis du CSE est émis au préalable, avant la prise de décision et avant sa mise en œuvre, de manière là aussi tout à fait dérogatoire. Concernant donc des dérogations tant à la durée du travail, durée maximale journalière ou durée hebdomadaire,
Les dérogations concernant le repos dominical, là, pour certaines activités listées par décret. Activité dit l'ordonnance du mois d'avril dernier, activité particulièrement nécessaire à la sécurité de la nation ou à la continuité économique et sociale de l'entreprise. Et bien pour ces activités, l'employeur a la possibilité de déroger au repos dominical ou à la durée du travail de manière immédiate, dans l'urgence, parce que l'urgence sanitaire appelle effectivement une réponse adéquate, moyennant donc une consultation a posteriori, une information a posteriori qui se fait dans un délai d'1 mois après la mise en œuvre de ces décisions. Autre particularité de cette urgence sanitaire, ça a été la mise en place concernant l'activité partielle individualisée. Là aussi, possibilité, faculté qui est offerte aux entreprises, c'est d'individualiser l'activité partielle et donc de ne mettre en activité partielle que certains salariés dans l'entreprise, voire même au sein même d'un service, même si ces salariés disposent de qualifications et de compétences identiques. Donc, on rentre sur cette individualisation de l'activité partielle et cette individualisation n'est possible que, à défaut d'accord d'entreprise, si le CSE est d'accord. Il doit être consulté préalablement et, de surcroît, il doit émettre un avis favorable à la mise en œuvre de cette activité partielle individualisée. Ça implique aussi que le CSE puisse être au préalable aussi informé des postes, donc des critères objectifs qui visent donc les postes qui seront ou non en activité partielle, moyennant aussi un suivi du CSE sur cette mise en œuvre de cette activité partielle individualisée. Bien, ça, c'était pour l'urgence sanitaire. De préciser quand même que par rapport à cette activité partielle individualisée, cette disposition est encore applicable et elle est encore jusqu'au 31 décembre de cette année. Deuxième temps, nous sortons de l'urgence sanitaire, nous en sommes sortis le 10 juillet dernier, et nous sommes aujourd'hui donc dans une phase de crise sanitaire qui se poursuit, eu égard donc à l'activité encore de la Covid-19. Pour accompagner les entreprises durant cette phase de crise sanitaire, accompagner les entreprises de manière à concilier l'activité économique de l'entreprise, mais aussi la préservation de la santé et la sécurité au travail, eh bien, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion sociale a mis à disposition des entreprises le protocole national du 1er septembre 2020, dit protocole de santé et sécurité au travail des entreprises face à l'épidémie de la Covid-19. Ce protocole contient un certain nombre de recommandations. Dans le cadre de ces recommandations pour leur définition précise, pour leur mise en œuvre concrète dans l'entreprise, le CSE est une instance pivot, est une instance centrale dans ses missions de santé et sécurité au travail. Instance de relais, instance de concertation, instance d'échange, instance de suivi, le CSE plus que jamais est là au centre de la prévention des risques professionnels et en particulier de la prévention du risque de la Covid-19. Alors, de manière concrète, comment concrètement cette mise en œuvre s'effectue et de quels moyens le CSE dispose pour assurer cette mise en œuvre du protocole national? Il ne s'agit pas pour moi aujourd'hui de rentrer dans le détail de ce protocole, mais de définir comment, la diapo précédente, s'il vous plaît. Merci. De définir comment ce protocole est mis en œuvre. Évidemment, on passe par des piliers qui existent dans le Code du travail, l'évaluation des risques professionnels et un plan d'action associé, évaluation qui, eu égard à la mise en œuvre des mesures Covid, doit être réévaluée, doit être réajustée et donc doit être actualisée. Et le CSE doit être associé à cette définition, à cette mise en œuvre et à cette réactualisation. Pour ce faire, et donc pour permettre au CSE d'enrichir de données de terrain, des données concrètes
identifiés dans l'entreprise auprès des salariés qu'il côtoie, eh bien, le CSE a la possibilité de mobiliser un outil qui figure dans le Code du travail, qui sont donc ce qu'on appelle les inspections communes sur le site, de manière à pouvoir visualiser le site, comment le travail a été ou va être techniquement ou sur un plan organisationnel modifié. De manière également tout à fait opérationnelle, le CSE a à sa disposition de pouvoir provoquer des réunions sur la demande de deux seuls membres du CSE pour permettre donc de réactualiser l'évaluation des risques. Alors, cette évaluation des risques permet donc aussi d'intégrer d'autres outils dédiés à la Covid-19 qui sont proposés par le ministère du Travail dans le cadre de ce protocole national, qui sont par exemple le protocole de gestion des flux du personnel, des flux des clients, de tout prestataire, de manière à limiter à un instant T le nombre de personnes qui sont simultanément présentes au même endroit et au même moment. Protocole également intéressant à mettre en œuvre, c'est évidemment le protocole de tout ce qui concerne le nettoyage des postes de travail, des sanitaires, des locaux de travail, ou encore le protocole de gestion des cas symptomatiques dans l'entreprise. Certains jugements qui ont été rendus sur cette thématique particulière de la gestion de la Covid-19 par le CSE ont été rendus là entre les mois d'avril et le mois de mai. L'intégralité de ces jugements s'accorde à dire qu'il est fondamental que le CSE soit associé de manière étroite à la définition, à la mise en œuvre concrète des mesures destinées à la prévention du risque Covid. Il s'accorde également pour intégrer également le risque psychosocial qui peut être induit du fait de ces réorganisations constantes du travail, du fait de la prise en compte du risque Covid. À titre d'exemple, le tribunal de Lyon, en avril dernier, a enjoint à une entreprise de revoir complètement son évaluation des risques pour associer étape par étape le CSE et d'intégrer, dit le jugement de manière expresse, d'associer le CSE aux situations réelles de travail. Donc, il est important que le CSE soit et demeure ce pivot de concertation en vue de la préservation de la santé et de la sécurité au travail des salariés. De quel outil dispose-t-il? Eh bien, l'outil, alors, il a des interlocuteurs de proximité. Le médecin du travail continue à accompagner les entreprises et les élus du personnel sur cette thématique particulière, ce risque particulier de la Covid. Un nouvel interlocuteur a fait son apparition, qui est le référent Covid. Alors, très rapidement, le référent Covid ne bénéficie pas d'un statut juridique particulier, mais de manière pragmatique, il est vivement recommandé aux entreprises de désigner parmi les membres du CSE une personne dédiée à ce risque, qui du coup sera le référent privilégié à la fois de l'employeur, mais aussi des salariés. Donc ça, ce sont les interlocuteurs, on va dire, de proximité sur lesquels le CSE peut s'appuyer dans sa démarche de prévention du risque Covid. Après, il dispose d'autres moyens, évidemment plus habituels, mais on verra que ces moyens ont quelque peu été impactés, voire réajustés du fait de la problématique de pandémie. De préciser quand même au préalable que les élus du CSE ne voient pas leur mandat suspendu s'ils devaient être placés en activité partielle. Là, le mandat continue à pouvoir s'exercer. Autre moyen à mettre en œuvre et qui du coup prend une dimension une acuité tout à fait particulière, ce sont les heures de délégation. Le Code du travail prévoit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, les heures de délégation peuvent être dépassées. Eh bien, face au risque de pandémie et au risque donc Covid, eh bien, ces heures de délégation peuvent être, en l'espèce, aujourd'hui, dépassées pour cette circonstance qui est véritablement exceptionnelle. De rappeler également que les élus du personnel, justement, pour pouvoir enrichir, donner du corps
à leur démarche de prévention, ont cette possibilité de circuler librement, c'est une liberté d'ordre public, de circuler, de se déplacer et de pouvoir notamment rencontrer les salariés au poste de travail dès lors qu'il n'y a pas, dit le Code du travail, de gêne importante apportée à leur mission. Seulement pour ce faire, il est important aussi que les élus du personnel respectent les mesures de prévention, notamment de distanciation, d'accès limité à certains endroits. Mais attention, il convient d'apporter un équilibre. Là, la Cour de cassation l'a rappelé récemment en février dernier, d'avoir un équilibre entre cette liberté de circulation qui ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de la Covid-19. Donc, c'est un équilibre particulier. Il ne doit pas y avoir d'interdiction de circuler, ni de contrôle préalable de la circulation des élus du personnel, mais une information. C'est tout. Voilà. Voilà, quels sont les points majeurs que je voulais aborder avec vous donc, par rapport au cadre légal d'intervention du CSE en cette période particulière de crise sanitaire, et de donner maintenant la parole pour illustrer concrètement, nourri de l'expérience d'élu du personnel, qu'à Madame Coquelin. Je vous remercie. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Sylvie Coquelin, je suis représentante syndicale au CSE donc, de l'usine de Marseille pour le groupe Arkema. Donc, je vais vous présenter le groupe Arkema en quelques mots. Dans le monde, c'est 20 500 collaborateurs, c'est 8,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans 55 pays. Et nous avons 144 sites industriels en Europe, Amérique du Nord et Asie essentiellement. En France, c'est un siège social, c'est un centre technique, c'est 17 établissements et c'est 6 700 personnes. Nous sommes le premier chimiste français. Donc, à l'usine de Marseille, nous fabriquons un produit qui s'appelle l'acide amino-indécanoïque. C'est une matière première qui sert à faire le riz 111. Et ainsi que tous les coproduits qui sont issus de la fabrication de cet amino, comme la glycérine notamment. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'usine de Marseille, nous sommes les seuls au monde à fabriquer ce produit. Il y a à peu près 300 personnes qui travaillent sur le site et nous sommes un site industriel Seveso 3, donc qui fait l'objet déjà de réglementations très strictes qui relèvent donc des directives européennes relatives au risque des accidents industriels majeurs. Donc à Marseille, donc le CSE, c'est 3 organisations représentatives sur le site. Il faut savoir que nous avons un accord de droit syndical qui a été négocié en octobre 2018 et qui est applicable à tous les établissements d'Arkema. Cet accord donc répond aux ordonnances Macron et il définit en fait tous les moyens, les moyens des IRP, les règles, le rôle de chacun, enfin toutes les prérogatives du CSE. Faut savoir donc comme nous l'avons négocié en octobre 2018, les élections pour tous les sites ont eu lieu en 2019 et tous les CSE ont été mis en place dans la foulée. Donc bien avant la crise sanitaire que nous avons vécue au printemps. À Marseille, donc la commission CSSCT a un rôle essentiel puisqu'on est habitué à régler ou à traiter ou à étudier les problèmes de santé, sécurité au travail, notamment liés au fait qu'on soit Seveso 3 et donc on ait des risques industriels majeurs importants. Donc, durant le confinement, en fait, au regard donc de cet accord de droit syndical, les moyens qui étaient alloués aux élus ou aux représentants ont été suffisants. Nous n'avons pas eu besoin de demander plus de moyens. Il y a eu une adaptation des organisations pour assurer la continuité de l'activité. Il y a eu une mise en télétravail, en disponibilité pour ceux qui ne pouvaient pas être en télétravail et
quelques équipes continuaient à venir travailler puisque on n'a jamais arrêté la production. Il y a eu une mise en place tout à fait adaptée des mesures de prévention qui ont concerné l'hygiène, l'aménagement, le nettoyage des locaux, l'organisation du travail, le soutien des salariés qui pouvaient être anxieux, la circulation dans les locaux, une prise de température à l'entrée de l'établissement. Donc, toutes les mesures sanitaires ont été mises en place. Cela a été fait dans l'urgence, très rapidement, mais de manière cohérente et en attente avec ce que les salariés souhaitaient aussi et attendaient pour se sentir en sécurité. À Marseille, les moyens ne permettaient pas de faire de visio. Donc, le CSE s'est réuni en nombre restreint de participants et non pas avec tous les élus comme il se fait d'habitude. Parallèlement à ça, il y a eu une mise en place d'une cellule Covid qui s'est réunie une fois par semaine à peu près, composée donc de la direction et de 2 représentants de chaque OS. Le but, c'était de faire le point de la situation et l'état des lieux, c'était de relayer l'information, c'était de permettre des remontées de terrain et des difficultés opérationnelles du terrain suite à des tournées que l'on pouvait faire dans les ateliers. Voilà, si le personnel avait des idées aussi pour pallier un peu à cette crise. Et cette cellule, durant la crise, s'est un peu substituée aux prérogatives du CSE, mais en accord avec toutes les parties. Voilà, le dialogue social a été constructif et pas conflictuel du tout. Les représentants ont été présents, je vous le disais, pour faire remonter tous les problèmes spécifiques et des difficultés particulières que pouvait rencontrer aussi le personnel en télétravail, un équipement qui leur manquait, une difficulté particulière pour exercer correctement l'activité, type un problème d'impression, comment on fait pour imprimer, un problème de connexion, enfin voilà. Il y a eu une réactivité de l'entreprise pour agir au mieux et le rôle du CSE pour nous n'a pas été déterminant durant cette période de par la création de cette cellule Covid. Il faut savoir aussi que nous, la société, non pas seulement à Marseille, mais partout en France, n'a pas eu recours au chômage partiel. Donc tout le monde a travaillé chez soi ou sur les sites et nous avons tous été rémunérés à 100% sans chômage partiel. Voilà. Aujourd'hui, le CSE, il reprend sa place avec l'après-crise sanitaire, si on peut dire, parce que les difficultés perdurent, les problèmes perdurent, les problématiques aussi. Il y a eu un retour progressif entre la mi-mai et fin juin des gens, des salariés, avec un retour quasi 100% en juillet. Donc, étant plus nombreux, au quotidien, la distanciation sociale est plus compliquée et le respect des règles est plus difficile à faire appliquer. Donc là, la direction, elle, un peu bypassé le CSE dans le sens où il y a une application un peu de consignes de manière unilatérale et parfois limite. Par exemple, les employeurs ont voulu nous faire signer une décharge comme quoi on s'engageait tous au port du masque, à respecter les distanciations, voilà, que finalement il n'y aurait pas de cas Covid au sein de l'usine parce que l'employeur nous donnait tout ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas. Donc là, c'est là où le CSE reprend sa place et où on reprend les négociations et il faut faire passer certaines choses maintenant avec l'avis du CSE, l'accord du CSE, consulter les élus comme il se doit. La cellule Covid n'existe plus et donc on reprend les CSE normalement comme auparavant. Donc là, nous avons choisi aussi, dans le cadre d'un peu de cette dérive, de faire appel à la CSSTT, notamment parce que beaucoup de gens nous ont fait remonter la pénibilité du port du masque en continu, les conséquences que ça pouvait occasionner sur certains salariés, des allergies, de dessèchement de cloison nasale, etc. Et puis, on retrouve une difficulté aussi dans les espaces partagés par rapport à
une nuisance lors des réunions en visio, le port du masque, du casque, enfin, sur des espaces partagés, ça peut devenir très compliqué, malgré que les bureaux d'espaces partagés aient été équipés de plexiglas, etc. Donc là, nous avons fait appel à la commission santé et sécurité au travail pour lancer des études un peu plus poussées sur ce sujet et enquêter aussi auprès des salariés en difficulté. Voilà, je pense être bon maintenant. Et avoir tracé un peu la situation, donc nous, chez Arkema, qui est peut-être un petit peu atypique, on va dire, mais aujourd'hui, voilà, on refonctionne en CSE, ce qui n'a pas forcément été vraiment le cas, puisqu'on avait eu la création de cette cellule Covid, qui avait permis de prendre des décisions aussi, même si ce n'était pas dans le cadre législatif du CSE. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Merci. 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 On va prendre les questions via le chat. On a pas mal de questions juridiques, notamment beaucoup de questions sur le référent Covid. Donc, je vais poser la question à Charline. Ce référent Covid, est-il obligatoirement un élu? Fait-il obligatoirement partie du CSE? Alors, de vous indiquer, de rappeler, le référent Covid n'a pas de statut juridique, ce qui laisse une latitude totale à l'entreprise pour déterminer qui peut être référent Covid et quelles sont ses missions. De fait, ça peut être un membre du CSE, qui soit titulaire ou suppléant. La question nous a été posée, est-ce que ça peut être un salarié qui n'a pas de mandat? Bien sûr, là aussi, ça peut être aussi évidemment un salarié qui n'a pas de mandat représentatif du personnel, mais face à une entreprise qui est dotée d'un CSE, dès lors que le CSE, par rapport à ses missions santé-sécurité au travail, il me semble important que le référent Covid soit membre du CSE. Et le protocole national de santé-sécurité au travail du 1er septembre dernier précise même que pour les entreprises qui n'ont pas de CSE, le dirigeant de l'entreprise peut lui-même être ce référent Covid. Donc, vous voyez, une très grande latitude qui est donnée aux entreprises et à ces acteurs pour déterminer qui et de quels moyens ce référent Covid dispose. Autre question? Alors, peut-être en lien avec ce référent Covid, comment doit-on formaliser la désignation d'un référent Covid? Alors, de deux choses l'une, là aussi, formalisation, elle se fait par tout moyen, puisqu'il n'y a pas de prescription légale en la matière. De deux choses l'une, si c'est fait si le référent Covid pressenti est un membre du CSE, eh bien, ça se fait par le vote du CSE, qui désigne en son sein tel ou tel élu comme référent Covid. Ou après, si l'employeur décide qu'il s'agit d'un salarié non membre du CSE, eh bien par voie d'affichage. Parce que le but, c'est que les salariés sachent qui, dans l'entreprise, a été désigné comme référent Covid, puisque ce sera l'interlocuteur privilégié de ces salariés. Donc, par voie d'affichage, par un mail envoyé, donc par tout moyen. Il n'y a pas de formalité prescrite en la matière. Autre question qui concerne cette fois-ci. Doit-on comprendre que la visioconférence n'est pas tolérée pour les réunions du CSE? Alors, vous avez bien compris, la généralisation de la visioconférence pendant cette période vraiment particulière qui est celle de l'urgence sanitaire, du 24 mars au 10 juillet. Aujourd'hui, nous retombons sur les dispositions de droit commun qui n'interdit pas la visioconférence, mais qui la subordonne à l'accord entre l'employeur qui préside le CSE et les membres titulaires, pas de suppléants, les membres titulaires du CSE. Si cet accord aboutit, eh bien, sont définis le nombre de réunions par lesquelles eh bien, tout ça se fera en visioconférence. Ce n'est que s'il n'y a pas d'accord que dans ce cas-là, la loi prévoit de limiter la visioconférence à 3 réunions par année civile. Donc, la visioconférence reste toujours possible, comme elle était avant la pandémie, mais moyennant ou un accord entre les élus et le président,
Et à défaut d'accord, ce sera limité à 3 réunions. Alors, il m'a été posé des questions par rapport aux références des jugements que j'évoquais. Alors, il s'agit donc, on a essentiellement 3 jugements. Le tribunal judiciaire du Havre, en date du 7 mai 2020, la Cour d'appel de Versailles du 24 avril 2020, et enfin le tribunal judiciaire de Lyon, qui donc a statué le 11 mai dernier. Le tribunal judiciaire du Havre visait donc une des entreprises de Renault sur le site de Sandouville. Donc, il a été enjoint à l'entreprise Renault de reprendre son évaluation des risques, mais aussi, et c'est un point que je n'avais pas eu le temps d'aborder, l'entreprise Renault est dotée d'un CSE central, et seul le CSE central avait été informé, consulté sur la mise en œuvre des mesures de prévention Covid. Là, le tribunal du Havre vient dire « Attention, il aurait fallu également consulter et informer les CSE d'établissement dans la mise en œuvre locale au sein de chaque établissement des mesures de prévention Covid. » Donc, non pas se limiter, comme ça avait été fait, à une simple information des CSE d'établissement, mais aussi à une consultation. Donc, qui dit consultation, donc, ça veut dire aussi les CSE d'établissement émettent un avis. Merci Charline pour toutes ces précisions. On a beaucoup de questions concernant le juridique. Charline, je vais être obligée de vous interpeller à nouveau. Le CSE a-t-il le droit d'être informé des cas Covid? Ça, c'est une question très concrète. Ah bah oui, bien sûr qu'il a le droit, il doit être informé des cas Covid. Alors, si le référent Covid est membre du CSE, le référent Covid a une place vraiment importante, justement dans le signalement des cas Covid en entreprise, dans le travail que le référent Covid a à faire avec les organismes de la sécurité sociale pour participer au traçage, à la traçabilité des cas dans l'entreprise. Donc oui, le CSE, pour répondre de manière tout à fait claire, doit être informé des cas Covid dans l'entreprise et de quelles mesures mettre en place pour éviter ces cas Covid. Merci. On a encore beaucoup de questions sur le référent Covid. Ça, c'est un questionnement récurrent. Le référent Covid est-il obligatoire? Non, ça je le dis et le répète, oui, il n'est pas obligatoire. Voilà. C'est une désignation qui se veut pragmatique, qui se veut, comment dirais-je, opérationnelle. Pour l'instant, donc les textes ne prévoient pas de désignation obligatoire. D'accord. Donc le référent Covid est la guest star de notre webinaire. Tout à fait. C'est lui qui occupe toute la place. Autre question, je suis désolée encore, Charlie, une question juridique. Sur beaucoup d'internautes nous demandent est-ce que les heures de délégation sont-elles modifiées? Alors, j'évoquais tout à l'heure une disposition, effectivement, qui est surtout mobilisée quand, à l'époque, les comités d'entreprise étaient mobilisés sur des plans de licenciement collectif, donc par rapport à une augmentation des heures de délégation qui peut être donc augmentée en cas de circonstances exceptionnelles. Donc ça vise évidemment, alors de quelles heures, de qui parle-t-on? Si on est sur un CSE version socle légal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accord dédié au CSE prévoyant des heures en sus pour les élus du personnel, eh bien, seuls les titulaires bénéficient d'heures de délégation. Donc, seuls les titulaires verront leur volume d'heures augmenter en cas de circonstances exceptionnelles et en l'occurrence en cas face au risque Covid et non pas les suppléants. Par contre, il est possible, de par les dispositions légales, que les titulaires mettent à disposition, moyennant une information préalable de l'employeur, leurs heures de délégation au profit du suppléant. Ce serait le cas, par exemple, ce serait parfaitement logique par rapport à un référent Covid qui serait désigné parmi les suppléants, lequel, en tant que suppléant, n'a pas d'heure de délégation, eh bien, les membres titulaires pourraient lui donner des heures de délégation pour pouvoir accomplir correctement sa mission.
Merci. On va peut-être prendre une dernière question concernant à nouveau les aspects législatifs. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas bougé la caméra. Donc, on nous pose la question très précise. Est-ce que les autres représentants du personnel sont concernés dans la mise en place des mesures Covid-19? Si le CSE n'est pas syndiqué, alors l'employeur n'est-il plus obligé de consulter les autres OS? Alors, attention. Là, on parle du CSE dans ses missions de prévention en matière de santé-sécurité. Vous savez bien, les ordonnances travail de septembre 2017 ont mis un terme au comité d'entreprise et aux délégués du personnel. Donc, quand on parle de représentants du personnel élus dans l'entreprise, ce n'est que le CSE. Après qu'il y ait au sein du CSE, comme c'est le cas chez Arkema, une participation de syndicats via des représentants syndicaux qui assistent aux réunions, sachant que ces représentants syndicaux n'ont pas le droit de vote. Ils assistent aux réunions. Donc, en assistant aux réunions du CSE ou de la C2SCT quand elle est en place, eh bien, ces représentants syndicaux, pour répondre à la question, sont informés des mesures mises en place pour faire face à la prévention du risque Covid. Mais ils n'ont pas de vote. Donc, seul le CSE est titulaire de ce vote. Après, il est important alors, vous avez bien compris, le CSE est l'instance centrale. Mais après, il est bien évidemment important que l'information des mesures, du contenu, de la date à laquelle les mesures de prévention sont mises en place circule jusqu'aux salariés. Donc, ça peut se faire via le canal du CSE, mais aussi et surtout via des procédures de sensibilisation d'information des salariés, par aussi un système d'affichage, voire de notes de service, aussi destiné donc à informer les salariés de ce que l'entreprise a mis en œuvre pour préserver leur santé et leur sécurité au travail. Merci. Merci. Je crois que notre webinaire touche à sa fin. Volontairement, il y a eu quelques questions sur le télétravail. Nous avons prévu de faire un webinaire spécifique au télétravail le 4 décembre, je crois. Donc, on répondra à toutes ces questions le 4 décembre. Ça sera un webinaire Webikeo à nouveau. En ce qui concerne notre diaporama, il est bien sûr téléchargeable et vous avez peut-être déjà dû le télécharger. On vous indique aussi dans notre diaporama quelques renvois sur le site de la Directe pour aller plus loin, bien sûr, et sur les sites des services publics, du gouvernement. Nous vous avons mis aussi le lien avec les CSE, les motion design CSE qu'on a pu déjà élaborer, et les liens avec tous les documents en lien avec le CSE et le Covid en dernière page de ce diaporama. Il me reste à remercier bien Sylvie Coquelin pour sa présentation et également Charline qui a été mise à rude contribution avec vos questions, et à vous remercier, vous internautes. Merci beaucoup.